s'est-il passé à la Douma? Ils ont révoqué un texte fondamental sur le nucléaire. Alors on va écouter ce député justement et ensuite vous nous expliquerez. Les États-Unis n'ont pas ratifié ce document. Et aujourd'hui, ils se réveillent et soudainement, ils se souviennent des législateurs de la Douma. Ils doivent démissionner. Cynisme, deux poids, deux mesures. Tout s'embrase à cause de leur attitude. Ils se considèrent comme des hégémons, des champions du monde monopolaire. Alors, de quoi s'agit-il? On parle d'essais nucléaires? Alors là, en fait, il parle d'un traité, le TICEN, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Chaque État signataire s'est engagé à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'armes nucléaires dans quelque environnement que ce soit. C'est un traité qui a été signé en 1996 à New York. Alors, si je calcule bien, ça fait 27 ans. Ça doit être ça. Mais il n'est toujours pas entré en vigueur parce que dans le texte, il était clairement stipulé qu'il devait être ratifié par 44 États. Or, à ce jour, seuls 36 l'ont fait. Donc, on a entendu le président de la Douma critiquer les États-Unis parce qu'en effet, les États-Unis n'ont jamais signé, ils ont signé le traité, mais ils n'ont jamais ratifié ce traité, au contraire de 3 autres puissances nucléaires, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, qui avaient bien ratifié ce traité jusqu'à aujourd'hui, parce que le pays s'apprête à sortir de la liste. La Douma donc vient d'approuver en première lecture la révocation de cette ratification, vote qui devrait être confirmé jeudi. Les députés russes ici, en fait, ne font que suivre la volonté du président. Au début du mois, Vladimir Poutine avait laissé entendre que son pays allait sortir de cet accord. Il vantait alors le développement de nouveaux missiles surpuissants pouvant transporter des ogives nucléaires. Ouais. Alors, est-ce que ça signifiait qu'il comptait reprendre lui-même des essais? Il avait répondu à cette question, figurez-vous. Regardez sa réponse. Elle est extrêmement limpide. Je ne suis pas prêt à dire si nous devons ou pas reprendre les essais. Voilà, comme à son habitude, il est extrêmement mystérieux. Alors, est-ce que ça peut avoir une portée ou pas? Parce qu'effectivement, il s'agit d'un traité qui n'a jamais été ratifié. Ouais. Reste le symbole qui est assez fort. Comment vous le lisez, vous, ça, Général Kempf? Tout d'abord, dans un paysage global de contrôle des armements et ce qu'on a appelé tous les traités de désarmement, justement, qui a commencé dans les années 70 avec les premiers traités SALT, puis START, etc., etc. Et puis avec une décennie très vertueuse dans les années 90, et puis qui se détricote parce que il y a eu 2 traités qui ont été dénoncés d'abord par les Américains, il faut aussi le rappeler, le traité ABM il y a quelques années, et puis plus récemment le traité FNI, Force nucléaire intermédiaire. Les Russes ont suivi, et là, ils sont en train de dire une expression qui est importante et qui va rejoindre finalement ce qu'on a dit, le 2 poids, 2 mesures. Ce qui est finalement reproché par beaucoup de puissances non occidentales, c'est la notion de double standard occidental. Oui. Et donc c'est aussi ce qui se joue en ce moment sur le Proche-Orient, et ce qui explique d'ailleurs tous les efforts des Américains et des Européens pour essayer de réfréner les représailles israéliennes. Et ça explique aussi ce qui est en train de se passer à Pékin avec le sommet de la paix. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le sommet des nouvelles routes de la soie. Le sommet des nouvelles routes de la soie, si vous voulez. Donc finalement, c'est ça qui est en jeu. C'est une mise en question, certes, de l'Occident. On peut faire un affrontement bloc à bloc. Mais je crois que c'est plus subtil que ça. C'est attention l'Occident. Vous n'arrêtez pas d'avoir un discours sur les valeurs. Soyez tout à fait cohérent sur toutes les valeurs, éviter le 2 poids, 2 mesures. Et finalement, ce retrait du TICEN aura peu d'effets, parce que je ne pense pas, comme vous, que les Russes vont reprendre des effets, mais c'est effectivement symbolique dans le cadre d'un discours nucléaire général, et puis aussi dans le cadre de ce 2 poids, 2 mesures adressé à l'Occident. C'est sûr que la cohérence, ils peuvent nous l'opposer, Renaud, sur certains sujets, effectivement. Oui, c'est sûr que les États-Unis, pour le coup, n'ont pas été un modèle dans ce dossier, mais c'est un mauvais signe, parce que c'est un canal quand même si c'est symbolique et politique. Je regardais tout à l'heure les conséquences que ça peut avoir. C'est ce qu'on appelle un canal de communication à travers ce traité en moins, même si, effectivement, sur ces dossiers-là, depuis quelques mois, évidemment, tout ça est rompu, depuis le début de février 2022, mais dans toutes les stratégies de traité de désarmement, chaque traité permet quand même aux équipes de communiquer. Deuxièmement, la bonne nouvelle, c'est que la doctrine nucléaire russe n'est pas remise en cause, c'est-à-dire intérêts vitaux de la nation russe. Donc on connaît, et ça, Joe Biden, sur cette doctrine,
a répondu à Poutine en disant don't, parce qu'il considère évidemment que l'Ukraine, ce ne sont pas les intérêts vitaux de la Russie. Xi Jinping aussi d'ailleurs. Absolument, et j'imagine que peut-être qu'il lui rappellera lors de leur rencontre. Troisièmement, effectivement, cette phrase, toujours énigmatique, je ne suis pas prêt, c'est-à-dire je ne sais pas encore comment tout ça va évoluer. Donc je ne suis pas prêt à vous dire ce que je veux faire. Voilà, je ne suis pas prêt en fonction de l'évolution du conflit, de la situation internationale. Mais on a là un signe encore plus négatif que le désarmement nucléaire. Tout ça est terminé. Nous avons, et je rejoins ce que dit Guillaume, nous avons en quelques mois changé de monde. On le sentait que le multilatéralisme et les processus de paix et de désarmement étaient menacés depuis quelques années. Là, en 2 ans, on a basculé. L'ONU, je dirais pas est morte, mais enfin il n'y a plus rien. Le système international n'a plus rien. La communauté internationale n'existe plus. Et on a maintenant des grands acteurs qui essayent de jouer cet effondrement. Mais l'OTAN est ressuscité, hein, attention. Pardon ? L'OTAN est ressuscité. Oui, l'OTAN est ressuscité, mais je dirais le monopole occidental de la puissance a baissé. Donc, Et Valérie, il y a quand même quelque chose, en étant beaucoup plus prosaïque, qu'il faut souligner peut-être, c'est que tiens, la petite musique du nucléaire... C'est exactement ce que j'allais vous dire, vous lisez dans les pensées. Vous voyez, on finit par se connaître pas mal finalement. C'est pas mal. Ça fait trop longtemps qu'on travaille ensemble. Je suis d'accord avec Renaud. Il y a effectivement un canal de communication en moins, mais ça permet de parler du nucléaire sans dire que, bien sûr, on brandit la menace nucléaire. Pour vous dire la vérité, j'ai écouté de manière un peu désinvolte tout à l'heure les informations à la radio et j'ai entendu juste nucléaire. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et je pense que je n'étais pas la seule. Et ça, c'est une stratégie de communication extraordinairement efficace parce que tout d'un coup, tout le monde s'arrête en disant comment la Russie parle de nucléaire. Alors après, les spécialistes que vous êtes nous expliquent exactement de quoi il s'agit, mais ça permet à Vladimir Poutine et à ses affidés évidemment à la Douma de dire nous avons encore en stock, nous sommes dotés, hein, c'est comme ça que vous dites. Voilà, nous sommes dotés, ne l'oubliez pas. C'est la première puissance nucléaire en nombre d'armes. Oui, ben voilà. Non, mais pour tout vous dire, et puisque vous nous racontez ma vie, la radio tout à l'heure, nous on a entendu tout à l'heure nucléaire, et qu'est-ce qu'on a fait avec Magali et l'équipe de l'émission ? On s'est dit tiens, il va peut-être falloir expliquer de quoi il s'agit aux téléspectateurs. Donc c'était exactement la même chose. Oui, bien sûr. Et en plus, dans ce contexte, parce qu'encore une fois, on a 130 pays qui sont réunis par Pékin en ce moment même, c'est aussi un message qui est lancé à ces 130 pays, ce nouveau Sud, ce Sud global, comme on l'appelle, cette idée qu'on est passé d'un monde multipolaire à un monde bipolaire, hein, véritablement, axe occidental d'un côté, axe oriental de l'autre, et cette idée qu'on a d'un côté, combien de divisions nucléaires, si je puis dire, là je parle sous l'autorité du général, mais 6 000 ogives du côté de la Russie. La Chine est une puissance nucléaire également. Ça montre qu'on a un axe Pékin-Moscou qui est capable d'offrir ce paravent nucléaire à ces 130 pays qui accompagnent dans ce sud global et la Russie. C'est vrai qu'on oublie souvent qu'il parle effectivement, peut-être en premier lieu d'ailleurs, au sud global. Très vite, parce que c'est déjà l'heure de la pub. Justement, c'est la notion de sud global qu'il faut peut-être questionner, parce que là, à Pékin, il n'y a pas les Indiens, visiblement. Et donc, c'est pas aussi simple. Et quand vous regardez les réactions, justement, de l'Inde à propos de ce qui s'est passé sur l'agression terroriste du Hamas, l'Inde, pour le coup, a été plutôt du côté occidental que du côté de ce qu'on appelle le sud global. C'est un discours qui vise à repolariser, si on parle de sud global, sous-entendu l'ouest contre le sud. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc évitons le mot. Et c'est vrai que vous avez raison, l'Inde, souvent, on s'est demandé un peu comment elle se positionnait.